Les négociations sont dans l'impasse. Le Kremlin tente de soudoyer Trump, tandis que Zelensky refuse des accords humiliants pour l'Ukraine. Le casque commémoratif du skélétoniste ukrainien fait la une des médias mondiaux. Le scandale olympique prend de l'ampleur. 35 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le groupe Rammstein apporte un soutien défensif considérable, sans Starlink et sans argent. Une gifle élégante des spécialistes ukrainiens du cyber au visage des occupants poutinistes. Une explosion, Bavovna, provoquée par les forces des systèmes sans pilote. Une frappe puissante sur un aérodrome en Crimée et un centre de données à Primorsk. Viktor Orban croit voir une menace militaire pour la Hongrie, ainsi qu'une implication ukrainienne. Le collègue de Poutine, Kim Jong-un, prépare sa fille à la succession du pouvoir, tandis que Kadyrov cache une terrible vérité sur son fils pilote. Je m'appelle Katerina Nesterenko et tout de suite, l'essentiel. Mais d'abord, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus sur YouTube. Encore des applaudissements et Volgograd à nouveau. Pour la deuxième nuit consécutive, les Russes présents sur place n'ont pas pu dormir car un ovni aurait de nouveau survolé la zone. Toutes les fenêtres se trouvaient cassées. Elles continuent d'exploser de plus en plus loin. Grand-mère, où cours-tu? Venez ici! Dans la nuit du 13 février, la ville et la région ont été la cible d'attaques de drones. Les Russes disent qu'ils ont entendu jusqu'à 50 drones. Là-bas, il y en a déjà un troisième qui brûle aussi. Regarde là-bas, un peu plus à gauche. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà une, voilà deux, là-bas. Ça a explosé là-bas, peut-être 3 voitures. Oui, regarde cette fumée. Ils n'ont pas eu de chance, car il y a une raffinerie de pétrole dans la ville qui a déjà été attaquée plusieurs fois par nos drones. Comme on l'a appris après la dernière attaque, la raffinerie de Volgograd a suspendu ses activités. L'unité de distillation primaire, qui fournit 40% de la capacité de l'entreprise et peut traiter environ 140 000 barils de pétrole par jour, a été endommagée. Mais il n'y a pas que la raffinerie. On sait qu'il y a un arsenal de la principale direction des missiles et de l'artillerie de l'armée russe dans la région de Volgograd. Le nôtre l'a détruit. Ça a brûlé et explosé si longtemps qu'une évacuation de la population a été annoncée. Comme on l'a appris, mais ils n'ont pas frappé là-bas uniquement avec des drones. Firepoint a montré le moment du lancement du missile Flamingo contre l'arsenal du Grau de la Fédération de Russie dans la région de Volgograd. Les vidéos correspondantes ont été publiées par le copropriétaire et principal concepteur de Firepoint, Denis Stillerman. D'excellentes images, car les Russes doivent ressentir la guerre qu'ils ont eux-mêmes commencée. Pendant ce temps, à Belgorod, on se plaint d'une panne de courant massive. Il n'y a presque plus de lumière dans toutes les rues de la ville et dans certains immeubles, l'approvisionnement en eau a également été coupé, rapportent les médias russes. En raison de la coupure d'électricité, des personnes sont restées coincées dans les ascenseurs et des embouteillages se sont formés sur les routes à cause des feux de signalisation hors service. Mais ce n'est pas tout. Les autorités de la région de Belgorod ont déclaré que plus de 220 000 abonnés étaient privés d'électricité dans 3 municipalités de la ville ainsi que dans la région elle-même, à savoir les districts de Belgorod et de Shebekino. Selon le gouverneur, des coupures d'urgence se produisent en raison d'attaques et un incident s'est produit dans l'une des sous-stations. Et nous rappelons une fois de plus aux Russes, la guerre que vous avez déclenchée contre l'Ukraine reviendra inévitablement là d'où elle est partie. C'est le prix de votre agression et de vos tentatives de détruire notre pays. Et tant que vous n'arrêterez pas cette guerre, vous en subirez les conséquences sur votre propre peau.
En lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis le Kazakhstan, la Moldavie, l'Europe et même les États-Unis. Nous, Ukrainiens, vous sommes très reconnaissants pour votre soutien et fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Écrivez sous cette émission de quel pays vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je prends toujours plaisir à lire vos commentaires et nous continuerons ainsi. Voici maintenant la partie la plus intéressante. L'armée russe continue de rencontrer de sérieux problèmes avec Starlink. SpaceX a bloqué ses terminaux et les communications sont quasi inexistantes. Pour capter un signal, les occupants sont contraints de grimper à des hauteurs directement exposées aux tirs de nos drones. Putain de merde! Alors, combien de temps dure le vol? Merde, c'est court. Plus 5. Ils ont trouvé un grutier. Putain, mon pote, il faut partager prudemment, parce que il peut abattre. Ils ont déjà... Mais ce ne sont pas encore tous les problèmes de l'armée de Poutine. Le conseiller du ministre de la Défense, Sergueï Beskrestov, a parlé d'une brillante cyberopération. Des spécialistes ukrainiens en cybersécurité ont créé un bot Telegram qui, soi-disant, aide les Russes à activer Starlink en contournant les sanctions. Aujourd'hui, nous avons appris l'existence d'une opération d'information menée par notre 256e division cybernétique ukrainienne. Les gars, vraiment doués, ont collecté des milliers de numéros Starlink dans l'armée russe, les contacts des personnes en attente et de l'argent pour les forces armées ukrainiennes. Le ministre de la Défense de l'Ukraine, Mikhailo Fedorov, qui a été l'initiateur du blocage de Starlink pour les Russes, a également annoncé une autre bonne nouvelle à l'issue de la réunion de Ramstein. Et les résultats sont encourageants. L'Ukraine a reçu l'un des plus grands paquets d'aide à la défense, d'une valeur de près de 38 milliards de dollars, auxquels ont participé pas moins de 18 pays. Parce qu'aujourd'hui, nous disposons d'un grand nombre de systèmes Iris-T. Merci pour ce soutien, ainsi que des missiles pour les Iris-T. Nous travaillons également avec le Royaume-Uni concernant l'obtention de missiles. Et hier, un nouveau paquet d'aide pour les missiles a été annoncé. Mais le problème des missiles balistiques demeure. Oui, comme l'a souligné Fedorov, une part importante sera consacrée à la défense aérienne, aux drones, au développement des unités d'assaut de drones, aux frappes en profondeur et aux drones intercepteurs. L'Ukraine est devenue au sommet de Ramstein, non seulement avec des besoins, mais aussi avec sa propre expérience et des solutions prêtes à l'emploi. Le ministre Fedorov a présenté aux partenaires étrangers un plan annuel. Créer un système qui arrête l'ennemi dans les airs, le retient au sol et renforce les frappes asymétriques contre l'économie russe. Mais ce n'est pas tout. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a présenté le premier drone d'attaque fabriqué conjointement par l'Ukraine et l'Allemagne. Dès cette année, 10 000 de ces drones viendront renforcer nos troupes. Selon lui, il s'agit d'une technologie ukrainienne moderne, éprouvée au combat et équipée d'intelligence artificielle. Un tel drone sera capable de mener des frappes, de réaliser des missions de reconnaissance et de protéger nos soldats. D'ici la fin de l'année 2026, affirme Zelensky, 10 autres co-entreprises pour la production de drones ukrainiens ouvriront en Europe. L'Ukraine perfectionne sa défense anti-aérienne et travaille activement à la création d'un dôme anti-drone, voire d'armes laser. Mais dans la lutte contre les drones, il est important non seulement d'avoir des armes, mais aussi d'organiser efficacement le travail des unités de défense anti-aérienne. Comment évoluera la défense anti-aérienne et quand l'Ukraine contrera-t-elle les drones? Réponse dans ce reportage. le 10 février, une nouvelle a fait le tour du réseau. L'Ukraine va avoir son propre dôme de fer. Le magazine Atlantique écrit que l'Ukraine a créé une arme laser contre les drones. Le système Sunray est un prototype d'arme laser capable d'abattre silencieusement des drones à distance. Le système Sunray ressemble visuellement à un télescope amateur équipé de caméras et peut être installé sur le toit d'un simple pick-up. L'arme fonctionne silencieusement et n'émet aucune lumière visible. Lors de la démonstration, le laser a enflammé le drone en quelques secondes, après quoi celui-ci est tombé au sol. Le système est sans aucun doute prometteur, mais tant que le développement du laser se poursuit, la défense anti-aérienne ukrainienne tire le maximum des armes actuellement disponibles. Même en ce moment, nos forces aériennes rapportent qu'en cas de raid massif, plus de 90% des drones russes de tout type sont détruits. Shahed, Geran, Metalmas et toute cette autre saleté. Des éclairs. L'une des armes qui assure un tel taux d'efficacité, ce sont les drones intercepteurs, autrement appelés drones anti-aériens. En un mois seulement, les intercepteurs de l'unité Alpha ont détruit plus de 300 drones russes Molniya, et leur utilisation est maximisée à grande échelle. Les analystes affirment que l'objectif est d'atteindre un taux d'interception des cibles de type drone de 80 à 90% de toutes les cibles détruites.
Et tout cela parce que les drones intercepteurs sont une arme très efficace, non seulement en termes d'abattage, mais aussi en ce qui concerne le coût dépensé pour chaque interception. Mais dans la lutte contre les drones, il existe une autre solution, le dôme anti-drone. Son principal objectif, selon le ministre de la Défense ukrainien, est de neutraliser la menace avant même qu'elle n'atteigne sa cible. Pour cela, l'Ukraine doit perfectionner son système de détection des cibles aériennes. C'est précisément à cela que nous nous consacrons. Nos forces armées ont déjà acheté l'été dernier un nombre assez important, disons des centaines de capteurs. Il s'agit donc ici de stations mobiles sophistiquées, qui sont généralement montées sur des remorques de transport et qui combinent à la fois un radar de détection, un dispositif optoélectronique de haute précision, ainsi qu'un système infrarouge complet. Ainsi, ces stations, par exemple, sont capables de détecter un radar et de transmettre instantanément les données au groupe mobile le plus proche afin qu'il puisse utiliser efficacement ses armes contre lui. Et ce processus est continu. C'est pourquoi de nouveaux modèles d'armement apparaissent en Ukraine, comme par exemple le complexe radar Lanza LTR-25 que l'Espagne fournit à l'Ukraine. Ce système est capable de détecter des cibles à grande distance et d'identifier des objets peu visibles, comme les Shaheds ou les missiles volant à basse altitude. Mais revenons au dôme anti-drones. Selon les experts, il neutralise la menace des drones et la Russie abandonnera bientôt la tactique des essaims de drones. Je pense très sincèrement que lorsque ce dôme de protection anti-drone fonctionnera pleinement, oui, alors, quelles que soient les conditions météorologiques rencontrées, le taux d'abattage sera devenu vraiment beaucoup trop élevé pour que les Russes puissent encore avoir un quelconque intérêt à poursuivre cette pratique coûteuse. Bien sûr, ils n'y renonceront pas immédiatement, mais comme ils n'augmentent pas la production de drones, on voit qu'ils sont en situation de crise, ils ne savent pas s'il vaut la peine ou non de continuer avec cette technologie. Voilà. Autrement dit, ils ont compris qu'il ne valait pas la peine de l'étendre, car cela devient déjà trop coûteux. Si sur 100 drones lancés, on en abat 95 ou 93, 92 sont abattus. Cependant, pour perfectionner la défense anti-aérienne, il ne suffit pas de la renforcer en armement. Il faut aussi changer le principe de son fonctionnement. Et cela, on le comprend parfaitement en Ukraine. C'est pourquoi le président Zelensky a déjà annoncé une restructuration du fonctionnement des équipes de défense anti-aérienne. Dans certaines régions, la manière dont travaillent les équipes est pratiquement entièrement repensée. Les intercepteurs, les groupes de tir mobile, tout le volet de la petite défense anti-aérienne. De quoi il s'agit exactement n'est pas encore divulgué, mais l'un des points possibles est l'implication active des unités des forces terrestres ukrainiennes dans le travail de la défense anti-aérienne. Et il existe déjà des exemples de cela. Dans la nuit du 3 février, lors d'une attaque massive de la Russie, les unités de défense anti-aérienne du 3e corps d'armée ont abattu 33 drones russes qui se dirigeaient pour attaquer des villes ukrainiennes pacifiques. Le système de défense en profondeur déployé par le corps, les brigades et les unités fonctionne afin de protéger nos troupes en première ligne. En même temps, les combattants du Troïka tiennent la première ligne de défense du pays dans le ciel et détruisent les drones que la Russie envoie pour frapper toute l'Ukraine. Aujourd'hui, la défense anti-aérienne des forces terrestres est le premier échelon de la protection du ciel ukrainien. Cet échelon comprend des systèmes de missiles anti-aériens à courte portée, des groupes de tir mobiles, des équipes d'intercepteurs et de l'artillerie anti-aérienne. La principale particularité, en fait, c'est que nous avons simplement un petit calibre pour nos moyens de destruction. En conséquence, la zone d'engagement est réduite, et il y a des limites quant aux cibles que nous pouvons atteindre. Mais cela présente aussi des avantages. Nos équipes, nos unités, sont manœuvrables, mobiles, et elles utilisent des radars de niveau tactique. C'est pourquoi nous nous efforçons de détruire au maximum les ennemis aériens qui pénètrent dans notre zone de responsabilité. Si ce processus est étendu et que la coopération entre différents types de troupes est organisée, la défense anti-aérienne ukrainienne deviendra beaucoup plus efficace. Tout sera unifié. Cela signifie que la destruction des drones commencera dès la ligne de contact. Et ils participeront, c'est-à-dire qu'il y aura une interaction entre tous les types de forces armées. Les forces terrestres, l'aviation, la défense anti-aérienne, la défense locale, la TRO. Tout cela sera intégré. Le plus important, c'est de créer un système automatisé interarmées qui assurera une répartition rapide, fiable et quasiment en temps réel des cibles. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, le processus est déjà lancé et la redistribution des fonctions commence.
Il est prévu de redistribuer les fonctions entre les troupes de missiles antiaériens et une nouvelle branche des forces armées, qui sera chargée de la protection des sites stratégiques. Tout cela signifie que l'Ukraine ne construit pas simplement une défense, mais un système à plusieurs niveaux qui rend notre ciel de moins en moins accessible à l'ennemi. Dans un nouveau rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre, il est indiqué que les forces de défense ukrainiennes mènent des contre-attaques localisées à la frontière des régions de Dnipropetrovsk et de Zaporijia. Les conditions préalables à leur réalisation ont probablement été créées par le blocage récent des terminaux Starlink pour les Russes. Les militaires ukrainiens ont également bénéficié du fait que le pouvoir russe a lui-même privé les occupants d'un autre canal de communication important pour eux, la messagerie Telegram. C'est pourquoi les forces des systèmes de drones restent vigilantes et portent de puissants coups à l'ennemi. La sous-station électrique Kirova à Lugansk, occupée, a été attaquée, ainsi que l'aérodrome militaire Gvardeïski en Crimée annexé et un centre de données à Primorsk. Les conséquences sont en cours de clarification, mais je pense qu'elles seront certainement assez importantes. En particulier, comme on a pu le voir sur la vidéo, dans la région de Zaporijia, un dépôt de munitions des Russes a été touché. La résistance a détruit un relais à Kostroma. En conséquence, un dépôt d'armes stratégiques et les installations militaires les plus proches des occupants se sont retrouvés sans communication. Ainsi, un dépôt d'armes stratégiques et les sites militaires occupants proches ont perdu toute communication. Je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent la ligne de front et résistent à une immense horde qui les dépasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. Pendant ce temps, les négociations de paix à Abu Dhabi sont dans l'impasse. Comme l'écrivent les journalistes de The Atlantic, la délégation ukrainienne a informé le président que le Kremlin n'a pas bougé et continue d'exiger des territoires ukrainiens. Cependant, Zelensky a déclaré dans une interview aux médias que l'Ukraine ne perdra pas. Le président ukrainien a souligné qu'il était prêt à renoncer à un accord qui ne serait pas avantageux pour son peuple. Néanmoins, Zelensky exprime sa volonté de négocier, mais uniquement à des conditions équitables. Et il affirme qu'il doit s'agir d'une paix digne et durable, et non d'un accord rapide pour des raisons politiques. D'ailleurs, à propos de politique, le président est convaincu que la fin de la guerre concerne aussi Trump. Une victoire personnelle, c'est la priorité numéro 1 pour son héritage. Oui, il souhaite qu'il y ait moins de morts, mais pour lui, c'est une victoire politique qu'il veut réaliser avant les élections de mi-mandat au Congrès américain. Dans le même temps, selon le journal Politico, les États-Unis ne fourniront pas de garantie de sécurité à l'Ukraine tant qu'un accord de paix n'aura pas été conclu entre Kiev et Moscou. Selon les sources du journal, les États-Unis, l'Ukraine et la Russie prévoient une nouvelle rencontre la semaine prochaine. C'est précisément lors de cette réunion que la partie américaine espère constater des avancées dans les négociations. De son côté, la partie ukrainienne a confirmé un nouveau cycle de négociations tripartites qui se tiendra les 17 et 18 février à Genève. L'information concernant la date et le lieu des négociations a également été confirmée par le fidèle chien de Poutine, son porte-parole Dmitri Peskov. Un nouveau cycle de négociations sur le règlement ukrainien se tiendra également au format tripartite russo-américano-ukrainien les 17 et 18 février à Genève. Cette fois, la délégation russe sera dirigée par l'assistant du président de la Russie, Medinsky. Mais il y a encore quelque chose qui peut faire obstacle à la justice. Comme l'écrit Bloomberg, le Kremlin a préparé un plan de partenariat économique avec les États-Unis qui prévoit notamment un retour au dollar. Il s'agit précisément du fameux paquet de Dmitriev. Comme vous le savez, un travail actif est en cours avec l'administration du président Trump pour rétablir les relations économiques entre la Russie et les États-Unis, notamment dans le cadre de le groupe russo-américain pour la coopération économique. Et nous nous sommes également rencontrés aujourd'hui et les rencontres se déroulent de manière positive.
La proposition clé de ce paquet est la conclusion de contrats à long terme pour la modernisation de la flotte aérienne russe et la participation des États-Unis à la production en Fédération de Russie, la création de coentreprises pour l'extraction de pétrole, l'octroi de conditions préférentielles aux entreprises américaines qui souhaitent à nouveau travailler en Russie, la coopération dans le secteur nucléaire et les technologies de l'information, etc. Ce sont précisément les dollars, c'est-à-dire la réalisation de transactions pour les ressources énergétiques russes en dollars. Également, le développement conjoint de gisements de ressources minérales et la promotion conjointe des combustibles fossiles. Pas mal comme liste, n'est-ce pas? Ce sont précisément ces points qui n'intéressent pas Trump. Après une vive réaction de la société et une vague de soutien international, le CIO a rendu son accréditation olympique à l'athlète ukrainien Vladislav Eraskevich. Cependant, il n'a pas le droit de participer aux compétitions. La décision a été prise personnellement par la présidente Kirsty Coventry après un entretien respectueux avec l'athlète. Dans le même temps, la disqualification pour le casque commémoratif restera en vigueur. La partie ukrainienne a déjà déposé un recours en justice pour contester la disqualification. L'audience de l'affaire a commencé hier devant le tribunal arbitral du sport. Le tribunal arbitral du sport a rejeté le recours de Vladislav Eraskevich contre le CIO. Nous confirmons que la liberté d'expression est autorisée aux Jeux Olympiques, mais pas sur le lieu des compétitions. La juge a écouté les arguments des deux parties et a pris sa décision conformément aux directives du CIO. Je rappelle que le skelétoniste ukrainien Vladislav Iroskevich a été disqualifié avant la première manche des Jeux Olympiques de 2026 à cause de son casque arborant des photos de sportifs ukrainiens tués dont la vie a été prise par la Russie. Bien que cela ne constitue pas un appel politique et ne viole aucune règle. De plus, l'athlète a été disqualifié avant même le début de la course, ce qui va à l'encontre de toute logique. Nous n'avons enfreint aucune règle, et il ne devrait même pas y avoir de discussion à ce sujet. Du casque. Je pense que ce scandale porte atteinte aux Jeux Olympiques, à la famille olympique. Selon l'athlète, il a vu le drapeau russe sur le casque de l'un des sportifs, mais celui-ci n'a reçu aucune sanction. Le CIO touche le fond. De plus, Vladislav a indiqué que désormais, il reçoit aussi des menaces de la part des Russes. Il dit qu'il reçoit de nombreux messages de Russes après le scandale, car il a activement participé à tout ce qui concernait l'exclusion des athlètes russes. Bien sûr, les propagandistes russes n'ont pas tardé à réagir et ont commencé à s'exprimer à l'égard de l'Ukrainien. Les athlètes ukrainiens de luge, en signe de soutien à Vladislav, ont levé leur casque après leur performance. Des athlètes lettons se sont joints aux nôtres et ont fait le même geste symbolique. Ils ont soutenu l'Ukrainien. Et l'entraîneur principal de l'équipe nationale de skeleton de Lettonie a officiellement déposé une protestation auprès de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton pour demander la disqualification de l'Ukrainien. Selon lui, la décision a été prise quelques minutes seulement avant le début des courses finales. Et cela a en fait privé l'Ukrainien de toute chance de se battre pour une médaille. Je suis très heureux de voir que derrière l'Ukrainien, qui défend l'honneur et la dignité de son pays, se dressent non seulement les Ukrainiens, mais aussi le monde civilisé tout entier. Nous sommes infiniment reconnaissants à Vladislav pour sa position inébranlable et nous croyons qu'il pourra encore ramener de l'or à la maison. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons une nouvelle série de déclarations retentissantes de la part de la Hongrie. Cette fois, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán parle d'une menace militaire pour la Hongrie venant de l'Ukraine. Sur sa page du réseau social X, Orbán a publié une vidéo dans laquelle il affirme qu'un des commandants de l'armée ukrainienne menace son pays d'une invasion militaire. L'un des commandants de l'armée ukrainienne, en fait, menace notre pays d'une invasion militaire. Où et comment doit-on réagir à de telles déclarations? Faut-il répondre? Il faut les prendre au sérieux. Il faut répondre. Ainsi, ces menaces montrent bien que l'idée européenne de construire et d'entretenir une immense armée ukrainienne avec l'argent européen va à l'encontre des intérêts nationaux de la Hongrie. Aujourd'hui, l'Ukraine représente une menace pour la Hongrie. La veille, Orbán a appelé les dirigeants de l'UE à ne pas accorder d'aide financière à l'Ukraine, car la guerre nuirait prétendument aux affaires. Il a également critiqué le concept de compétitivité. Premièrement, arrêtez la guerre. La guerre est nuisible aux affaires. Visez la paix. Deuxièmement, ne donnez pas votre argent aux autres si vous en avez besoin pour rester compétitif. C'est pourquoi il ne faut pas donner d'argent à l'Ukraine. Troisièmement, réduisez et diminuez les dépenses en ressources énergétiques. Autant que possible. C'est aussi simple que ça.
Pendant ce temps, le chef du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a déclaré que Kiev était au courant des préparatifs en Hongrie d'une nouvelle plainte concernant les problèmes de transit du pétrole russe par l'oléoduc Druzhba. Nous ne pouvons que leur conseiller de s'adresser à leur ami à Moscou avec ces photos. Voici l'infrastructure en feu de l'oléoduc Druzhba, après la dernière frappe ciblée russe du 27 janvier qui a interrompu le transit du pétrole. D'ailleurs, la Hongrie n'a adressé aucune protestation à la Russie à ce sujet. Ils n'ont même pas pu prononcer le mot « Russie », le double discours dans toute sa splendeur. Le député de Dalcha, Marco Rubio, a déclaré qu'il discuterait du refus du gaz russe avec les autorités hongroises et slovaques. Eh bien, nous leur en parlerons. Nous discuterons de ce qui doit être fait. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces conversations maintenant. Et pendant qu'Orban continue de lancer des pics à l'Ukraine, la tension politique monte à l'intérieur même de la Hongrie. Le leader de l'opposition hongroise, Péter Majdar, a déclaré qu'il avait été piégé dans un scandale sexuel. Et l'entourage d'Orban veut utiliser cette histoire pour le discréditer à la veille des élections. Majdar a déclaré que son ex-petit ami l'avait entraîné dans une situation compromettante et a rejeté les accusations de consommation de drogue. Aujourd'hui, de nombreux journalistes ont reçu un lien vers des enregistrements vidéo de la Chambre. Je soupçonne qu'ils s'apprêtent à publier des enregistrements réalisés avec du matériel des services secrets et, peut-être, falsifiés, montrant des interactions intimes. Entre moi et ma partenaire à ce moment-là. Oui, j'ai 45 ans, j'ai une vie sexuelle avec une partenaire adulte. Cher lâche de Fidesz, publiez ce que vous voulez, falsifiez comme bon vous semble. Je n'ai pas l'intention de reculer face au chantage et aux menaces. Le parti de Markizai est le principal concurrent du Fidesz au pouvoir lors des élections d'avril en Hongrie. Et il est actuellement en tête dans les sondages. Que pensez-vous de toute cette série hongroise? Écrivez-nous. La Chine a organisé la contrebande de voitures occidentales vers la Russie, malgré les sanctions internationales. Oui, vous avez bien entendu. Des voitures des marques Toyota, Mazda et de constructeurs allemands haut de gamme entrent en Fédération de Russie via des circuits parallèles. L'un de ces procédés consiste à transformer des voitures neuves en des voitures d'occasion. C'est ce qu'écrit Reuters. La publication indique que ce schéma permet d'éviter d'obtenir l'autorisation des constructeurs pour exporter vers la Russie. Dans le même temps, des groupes automobiles comme BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen affirment avoir cessé leur livraison vers la Russie, mais reconnaissent qu'il est difficile d'enquêter sur les violations. Il est presque impossible de bloquer de tels schémas, car il existe de nombreuses façons de contourner les sanctions. Et que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle la Chine a organisé de la contrebande? Des voitures occidentales arrivent en Russie malgré les sanctions internationales. Intéressant, est-ce que tout le monde va continuer à se taire ou y aura-t-il une réaction? Faites vos jeux, messieurs. Pendant ce temps, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un prépare sa fille à la succession du pouvoir, selon Reuters. Selon les renseignements sud-coréens, Kim Jong-un promeut de plus en plus activement Kim Joo-ae comme possible héritière. Elle apparaît régulièrement aux côtés de son père lors d'événements officiels. Et, comme on s'y attend, elle pourrait obtenir un statut officiel dans la hiérarchie du parti. Pensez-vous vraiment que la fille de Kim Jong-un prendra sa place? Et à votre avis, quand cela pourrait-il arriver? Écrivez vos réflexions dans les commentaires, je lirai absolument. Pendant ce temps, Don Ramzan Kadyrov assure à tout le monde que son fils est ressuscité de ses cendres. Et déjà, sur ses 2 jambes, il est de nouveau prêt à recevoir des médailles. Je rappelle que ce n'était pas il y a si longtemps. Le fils de Kadyrov, Adam, a eu un accident de la route. La situation était si grave qu'il a été transporté par avion à Moscou pour y être soigné. Et Don Kadyrov, comme il le peut, couvre son fiston. Comme on le sait, lors de l'accident, un homme est mort. C'est avec lui que Kadyrov lui-même est entré en collision. Il est mort sur le coup, mais l'accident n'a pas été officiellement enregistré afin de ne pas ouvrir de dossier pénal. De plus, Ramzan Kadyrov a officiellement déclaré que l'accident était une intox. Près d'1 mois plus tard, il a publié la première vidéo prétendument avec son fils. Alors que depuis le 16 janvier, la famille Kadyrov n'est pas apparue en public, diffusant de vieilles images d'Adam en les faisant passer pour récentes. Voici en fait cette vidéo. Mais il semble que ce ne soit pas seulement Poutine qui joue avec des sosies. C'est ce qu'affirme le défenseur des droits de l'homme tchétchène Moussalamayev.
Nous avons vérifié cette vidéo et sommes arrivés à la conclusion que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le fils de Ramzan Kadyrov. Il y a bien eu un accident. Mais à quel point il était grave? Un grave accident s'est produit, et quant à ses conséquences exactes, nous ne pouvons en juger qu'à partir de certains éléments auxquels nous, les Tchétchènes, avons accès. Vous serez sans doute d'accord pour dire qu'il m'est, en tant que Tchétchène, bien plus facile d'obtenir des informations que pour quiconque. Et pourtant, nous n'avons pas cette possibilité. Au maximum, nous pouvons aller jusqu'à l'hôpital. Après cela, tout est fermé. À l'intérieur de la Tchétchénie, tout est complètement, absolument fermé. Oui, il est même interdit de parler de l'accident, mais ce n'est pas surprenant, puisque Kadyrov lui-même et les responsables tchétchènes nient totalement même le fait qu'un accident ait eu lieu avec la participation de son fils. Et à votre avis, s'agit-il d'un sosie sur la vidéo ou non? L'Europe donne un coup de pied au derrière du rappeur pro-Poutine Timati. En effet, une interdiction d'entrée et de séjour dans les pays de l'Union européenne a été préparée pour cette célébrité pro-Z. Nous allons vous expliquer pour quels actes criminels Timur Yunusov a attiré la colère des Européens, ainsi que quels collègues russes soutenant la guerre contre l'Ukraine sont déjà devenus persona non grata dans le monde civilisé. Dans notre reportage. Mon meilleur ami est le président du chemin. L'Union européenne s'est attaquée de front aux fervents courtisans du Kremlin, à commencer par Timati, peut-être son rappeur le plus important. Grand respect, rythme. Meilleur ami. Poutine et le Ramadan. Kadyrov devrait faire l'objet de sanctions de l'Union européenne dans le cadre du 20e train de mesures restrictives à l'encontre de la Russie. Mati. Il ressemble de moins en moins aux rappeurs américains et de plus en plus à son nouvel ami Ramzan Kadyrov. Timur Yunusov, de son vrai nom Timati, était considéré en Occident comme impliqué dans la subversion de la souveraineté ukrainienne et la diffusion de la propagande russe. J'ai travaillé avec un groupe d'autres enfants, notamment des enfants particulièrement brillants et surdoués. Désormais, Timoti risque le gel de ses avoirs dans l'UE, l'interdiction d'entrée ou de transit sur le territoire des pays de l'Union européenne, ainsi que l'interdiction pour les citoyens et entreprises de l'UE de lui fournir des plateformes pour ses spectacles. Il n'hésite pas à tourner des clips en soutien à Sobyanin, des clips qui mettent même le maire lui-même mal à l'aise. N'a-t-il pas peur de se produire négociateur dans la prise de contrôle hostile de Wildberries? Si servir le régime rapporte de l'argent, alors on peut bien se salir les mains. Mais cette fois, Timati ne s'est pas juste sali les mains, il s'est enfoncé jusqu'au cou. La musique est restée au centre, mais tout autour s'est développée une ceinture entière de nouveaux secteurs. Vêtements, restauration, services et même des projets de jeux vidéo. Des années de travail pour le Kremlin n'ont finalement pas passé inaperçues. Le lèche-bot de Kadyrov, amateur d'une vie confortable à l'étranger, a finalement perdu l'accès à tout cela. Timati, par toute son apparence, essayait de ressembler au célèbre rappeur américain. Chaînes en or, jeans tombants, voitures de luxe et les plus beaux mannequins. Il a commencé à monétiser une vie luxueuse que, au début des années 2000, peu de gens pouvaient se permettre. Et même si ce fervent partisan du Z continue de ramasser de l'argent à l'appel grâce à la mangeoire du Kremlin à cause des sanctions, il ne pourra désormais les dépenser qu'en Russie. Dès le début, il a gardé son cap. Soutenant l'opération spéciale, il a ouvert des burgers dans les territoires occupés. Mais dès qu'il a appris que la colère des Européens allait s'abattre sur lui, Timati a tenté de se justifier. Il a dit que tout cela n'était qu'un personnage de scène. Mais cela ne le protège pas des sanctions à venir contre le chanteur. Je veux qu'il y ait la paix, la tranquillité, et que je puisse vivre en paix, que ma famille puisse vivre en paix. Comme il s'est avéré, le rappeur reçoit chaque année des sommes astronomiques du trésor du Kremlin. Timati avec Poutine. En 2018, le rappeur devient représentant de confiance du président et ses revenus atteignent 2 milliards de roubles. Si tu es né enfant doré, c'est comme un diagnostic. Avec ton nom de famille, ton argent, tu ouvres la porte à un monde inaccessible aux autres gens. Désormais, la porte est fermée pour Timati comme pour les autres artistes russes pro-Z qui ont été sanctionnés. Parmi eux, Shaman, Nikolai Rastorguev, Alexandre Rosenbaum, Garik Soukhachev et Gigan. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ukraine aujourd'hui pour ne pas manquer nos prochaines émissions. À bientôt.